Ouais, pas de souci, Si c'est ok pour toi, voilà, t'es enregistré. aucun problème. Et On bah se du coup, cache tant que rien. j'étais là, moi j'ai une question brûlante. Comment t'as fait Vas-y. pour garder la tête froide et bosser autant tout ce temps? C'est compliqué. Parce que je dois t'avouer franchement que tu m'as impressionné. Moi aussi j'étais sur les rénovations d'un lieu de 4 hectares et 3500 mètres carrés de bâti là. Et j'ai franchement eu l'impression que ouais, t'avais une stabilité dans l'effort qui était appréciable. Ouais, c'est assez compliqué. Alors, je suis quelqu'un d'obstiné de base. Après, on a l'avantage d'être quand même plusieurs sur le projet. Donc, on a toujours quelqu'un qui compense. En fait, quand on a un qui est un peu dans le mou, t'as l'autre qui booste, etc. Et c'est toujours un jeu d'équilibre. Puis voilà, hein, je suis assez transparent là-dessus. Il y a des périodes de creux, hein, forcément, où on n'est pas motivé, c'est les autres qui prennent le relais, mais généralement, on est assez complémentaires. Donc, on arrive à s'en sortir comme ça. Euh, Pas trop le choix de rien lâcher. Parce que bah, déjà, avec l'investissement perso, financier qu'on a mis dedans, pour vraiment à titre perso, moi j'ai vendu ma baraque, j'ai vendu tout ce que j'avais et je me suis endetté. Donc quelque part, tout perdre, c'est cool, mais pas vraiment quoi. Ouais, pas le C'est choix. quand on n'a pas trop le choix d'avancer. Puis voilà, c'est le rôle non enviable du chef d'entreprise en fait et du porteur de projet, c'est que toi tu risques tout et voilà, donc tu enchaînes les heures, tu enchaînes les galères et puis il faut toujours trouver une solution pour rebondir quand tu as des problématiques. Donc voilà quoi. Ok. Et bah ça s'est pas du tout vu sur les vidéos. Vous On avez montre bien, pas tout. bien joué là-dessus. Je vois que t'es dans une salle pas finie là, t'es au château du Tiel là? Ouais, ouais, j'y suis. Là, c'est mon pseudo bureau. Ok. Voilà, qui fait à peu près 3 mètres carrés. On a un peu tout pendu de tous les côtés et c'est pas fini parce que de toute façon, je pense qu'on le finira jamais ce bureau. Il y a tellement Oui, d'autres oui. choses. J'ai des papiers de partout sur mon bureau. Enfin, ouais, c'est galère. Mais j'ai pas beaucoup plus d'espace que ça, donc on se contente de ce qu'on a des fois. Mhm. Sur 1500 mètres carrés, ben il y a 4 mètres carrés de bureau. Voilà. Le reste c'est pour les autres. Le reste, c'est pour les clients Voilà, n'est-ce pas? et pour le reste de mon équipe. Voilà. Et du coup, petite question aussi en off comme ça là, votre planning de réservation et tout, vous êtes bien, le business il tourne du coup? Ouais, ça commence à tourner. Bon, là, c'est la période creuse, en janvier-février, mais typiquement, ouais, on a fait une grosse fin de saison sur le restaurant. On était déjà ouvert, on a ouvert début septembre. C'est un peu timide sur l'hôtel, mais ça commence bien. Là, sur février, bon, on est tout début février, mais j'ai à peu près 40% de mes chambres qui sont bookées en moyenne sur tout le mois. Donc, c'est plutôt réconfortant. Et puis, il y a des réservations tous les jours hein, qui tombent. Là, Et je du coup, suis. par rapport à la cible, vous étiez plutôt sur des séminaires d'entreprise et tout, vous êtes dedans ou c'est des particuliers qui louent là? Non, séminaire d'entreprise, très peu. J'en fais pas encore. Ma partie de bâtiment qui sera dédiée, elle n'est pas terminée. On a pas mal de demandes. On a pas mal de demandes, mais on n'est pas prêt pour y répondre. Et on va dire la moitié de la clientèle, c'est les particuliers. Et après, c'est clientèle d'affaires. Voilà. Ok. C'est soirée étape, voilà. Du coup, pour remettre un petit peu de contexte là, bah nous on est un groupe de 18 personnes qui veulent fonder une communauté. Et du coup, il y a eu un livre qui a été écrit par la personne source du projet. Et l'envergure, c'est 150 personnes à terme qui habitent sur place. Donc on cherche du grand immobilier, tu vois. Enfin, en gros, on cherche à trouver des logements qui peuvent au moins accueillir une centaine de chambres. Et donc là, on a trouvé le château de Pierrefitte. Et du coup, ce qui me fait venir vers vous, c'est que j'ai l'impression qu'on va devoir faire comme vous, on va devoir tomber l'intégralité de l'intérieur du château et garder que les murs. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, comment tu te lances là-dedans en fait, et c'est quoi la recette pour que ça marche? C'est quoi la recette du succès? Le château de Pierrefitte, du coup, là, je l'ai en visu. Là, je suis allé regarder quand même.
Euh, Pourtant, il a l'air en plutôt bon état. D'aspect extérieur, en tout cas, il a l'air propre. Alors les photos sont un peu vieilles. Ouais, Elles ont déjà plus de 5 ans, donc là il y a encore plus de nature qui a pris son droit. Enfin, si je te montre des photos vraiment actuelles, voilà, ça fait tout de suite un peu plus délabré. Et après au niveau de l'intérieur, il y a des champignons juste absolument partout. ok. Et il y a des trucs un peu plus inquiétants, mais on sait pas trop en fait. Et du coup, c'était une de mes premières questions, c'était est-ce que vous avez fait des diagnostics mérules? Est-ce que c'était pertinent, sachant que vous alliez tout péter ou des trucs comme ça quoi? Est-ce qu'il y a eu des Et, non, est-ce que au pas de niveau du diagnostic. lancement, il y a eu des freins au niveau de la faisabilité et de quelle nature ils étaient? Non, en fait, on est parti. Alors, les freins que tu peux avoir sur ce genre de bâtiment, c'est le classement avec les bâtiments historiques. Ça, c'était le premier frein. Si ça avait été classé, on n'aurait pas acheté. Trop de contraintes, beaucoup trop de contraintes derrière. Donc, nous, le bâtiment n'était pas classé, donc on s'est lancé. Le prix à l'achat, on a acheté ça une misère. On était à peine au prix du terrain au mètre carré. Donc, au pire, si on se plantait au début, bah, on rasait et on rendait le prix du terrain en lot. Diagnostic pas nécessaire. Nous, c'était très clair que la mérule était présente. Donc, tu purges. Tu gardes que ce que tu peux garder. Et c'est quand même très restreint. La mérule, il faut savoir qu'il y a une durée de vie quand même. Quand elle est en fin de vie, voilà, tu as une trace de mérule, ton bois il est pourri, tu l'enlèves. Voilà, c'est sec, tu n'as pas de sport, tu n'as pas ce genre de problématique. Et de toute façon, l'état était tellement délabré. Il y avait une grosse partie qui était effondrée, nous. On était parti déjà du principe qu'on allait tout foutre par terre et garder que les murs. La seule partie de la charpente qu'on a conservée, où on s'est obstiné vraiment à se dire on en garde une partie, elle a l'air propre, on le regrette. Ah oui? Ouais. En fait, tu vas t'apercevoir vite dans la rénovation que tu as des contraintes. Alors vous, c'est un peu différent si c'est pour faire du logement par rapport à nous, on est un bâtiment où on reçoit du public. Ça va être toujours T'as notre château aussi. tout par terre. Ouais. Tout par terre parce que pour adapter en fait l'ancien aux normes actuelles, en termes de stabilité, je parle du bâtiment, stabilité au feu, etc., tu vas devoir mettre des renforts partout. Va falloir faire venir des bureaux d'études qui vont te prendre des notes de là aux alentours de 20 000 euros juste pour la charpente, histoire de confirmer un calcul que tu sais déjà que ça tient. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça où c'est des surcoûts. Redresser une charpente pour faire une toiture ou remettre une charpente neuve, la différence, elle est minime. Des fois, il ne faut pas se Pourquoi prendre la vous tête. regrettez d'avoir conservé la moitié là? Ouais, Du coup, pourquoi? le coût, Non, pourquoi vous le regrettez? Ah oui, c'est le coup? le coût. Ok. Le coût, c'est beaucoup de contraintes du coup et de surcoûts financiers. Et Ah, ça vaut après, pas le coup en fait. non. Ok. Et la mérule, je sais qu'elle peut passer à travers les murs ou se mettre en dormance dans la pierre. Et vous avez pas d'histoire comme ça du coup. En fait, la mérule, ça passe à travers tout, même le béton. Ça, c'est une vraie merde. Mais à partir du moment où tu as un bâtiment qui va être habité et ventilé, t'en fous. La mérule, il faut faire attention dans tout ce qui va être cave, tout ce qui va être locaux fermés. Mais une fois que c'est. Le taux d'humidité final qui détermine si tu vas te faire réenvahir ou pas quoi. Non, ça pourrait être hyper humide. Ça pourrait être hyper humide, mais à partir du moment où c'est ventilé, t'as pas la problématique. La première chose que tu vas faire de toute façon quand tu vas faire les travaux, c'est que tu vas tomber toutes les menuiseries, toutes les cloisons, etc. Ta mérule, elle va mourir toute seule. Ok. Une fois Bah, que tu as purgé franchement, vraiment la tête, c'est un super son de cloche que tu me donnes là parce que c'était un peu mon sentiment. Et là, dans le groupe, il y a des peurs qui disent en gros, s'il y a de la mérule, on n'achète pas quoi. tu auras de la mérule. Dans un vieux bâtiment, tu en auras toujours. Ok. Et c'est pas, on n'achète pas, il faut faire attention à ce que tu fais. Par contre, il faut le faire dans le bon ordre. Il faut vraiment purger tout ce que tu peux. La seule solution, déjà, c'est le feu. Aux endroits où tu en as, tu brûles tout. Tout le bois, etc. Tu brûles au maximum pour pas garder de souche ou voilà, une problématique
même infime en termes de probabilité, mais il vaut mieux se protéger. Quand tu dis Et protéger, c'est brûler la surface pour la faire mourir ou détruire le bois complètement, l'utiliser en bûche? tu fais des bûches. Ouais, ok. Autant que possible, tu fais des bûches. Après, tu vas pas aller chercher les linteaux, les appuis de fenêtre, etc. Dans la mesure du possible, quand ils sont encore bons à cœur, tu le traites juste en surface. Mais bon, après, voilà, ça dépend l'état d'avancement, on va dire. Depuis combien de temps elle est là, ce qui a pourri ou pas. Moi, maintenant, la méroule, ça me fait pas spécialement peur dans les bâtiments que je vois. C'est pas un sujet. Par contre, ça peut être un moteur puissant dans la négo. Ouais. La négo du prix, tu dis Mérule, voilà, on sait qu'elle y est. De toute façon, diagnostic, c'est obligatoire. Alors, ça dépend des régions, mais ça doit être obligatoire de la part du vendeur. Donc, c'est un gros levier pour faire baisser le prix. Alors nous, pour donner du contexte, on n'a pas trop ça. En fait, ça fait 15 ans qu'il y a des propositions qui sont faites pour acheter le château qui sont refusées parce que il est vendu pour une liquidation judiciaire et le prix, 1,2 million, c'est la dette. Et l'immobilier, il doit valoir 700 000 grand maximum. Du coup, il y a plein de propositions qui sont refusées depuis 15 ans. Et nous, on va essayer à la fois de l'acheter au juste prix pour être sûr de l'avoir, et en même temps, on est du côté de la SAFER pour qu'ils fassent une préemption pour qu'on puisse obtenir le bien comme ça. Donc je sais pas si on pourra vraiment négocier les prix, enfin c'est un juge qui décide à la fin quoi. D'accord. Et je vais dire une connerie, ça m'y fait penser, mais la liquidation judiciaire n'est pas soumise à un projet, du coup. Je sais pas, Il s'en fout. c'est pas moi qui ai vraiment le nez dedans là à ce stade, du coup je pourrais pas te répondre précisément. Parce que sur le. Enfin, je sais pas comment ça marche dans ton coin, mais pour moi, une liquidation, c'est au plus offrant, quoi. Bah là, ça fait 15 ans qu'ils refusent les offres, donc je sais pas trop enfin, comment ça se passe. Et du coup, c'était ma question sur le château du Thiel. Vous étiez les seuls offrants. À l'achat, ça s'est passé comment? Il n'y avait pas de concurrence? Si vous étiez. Alors moi, ça faisait 30 ans qu'il était en vente à un prix totalement fantaisiste, j'ai envie de dire. Ouais. Au tout début, il était en vente 1 million d'euros. Moi, quand je l'ai découvert, quand j'ai commencé à gratter, il était en vente 650 000. Affiché 650 000, j'ai acheté 140 pour être tout à fait transparent. Et donc, t'as fait Euh, une offre et elle a été acceptée, quoi. En fait, je me suis dit, en fait, j'ai un peu fait le con. J'ai un peu fait le con parce que je me suis dit, 30 ans à l'abandon, 650 000 euros, bah, de toute façon, personne ne va se positionner dessus. Je prends mon temps, je fais mes études de marché, etc. J'ai travaillé pendant 6 mois sur le projet. Le jour où j'appelle le propriétaire, il me dit, ouais, mais on signe demain chez le notaire. Je suis, ah putain. Donc, il était vendu et chez le notaire, ils ont fait demi-tour. D'accord. Donc, le gars, je l'ai appelé, je fais, bah, écoute, je te propose exactement au centime près le même montant. Et par contre, tu peux garder le rendez-vous et en gros, on y va demain. Et Et, donc, c'était les 140 000. et c'était 140 000. On a eu l'avantage, c'était une indivision. Donc, négociation totalement libre sur une indivision parce que plus les héritiers sont nombreux, plus tu peux négocier parce qu'au final, même si tu vas négocier 30 000 euros là où ils sont 30, bah, mécaniquement, tu as un impact de 1 000 euros. Donc, le mec qui gère la vente, il s'en fout. Donc, Ouais. voilà, quelque part, c'est plus simple. Mais ouais, il était à l'abandon, il était vendu, moi, en fait, quand je m'y suis pointé, alors que j'avais attaqué les travaux. Ok. Et donc, vous êtes parti avec combien en poche au-delà de ces 140 000 pour vous lancer dans les travaux? On est parti avec 200 000 euros en poche, donc 140 plus les premières études, histoire de payer un premier avant-projet avec architecte, etc. Tous les coûts juridiques que tu peux avoir au tout début d'une création. En création de société, de toute façon, tu as toujours ton comptable, ton juriste, etc. Donc, c'était pour faire un avant-projet, on va dire, et pouvoir attaquer sereinement un peu démolition, etc. La démolition, ça coûte rien, c'est des heures. Donc, c'était le temps de caler vraiment la totalité des choses, présenter des dossiers à des banques et sécuriser. En fait, nous, on est parti en mode on sécurise l'achat, le temps de monter un projet solide.
Le problème, c'est nous, on s'est vite frotté au Covid, ce qu'on a acheté en 2019. D'accord. Donc, fin 2019, je pose mes dossiers à la banque. On avait élevé un peu plus de capital. On était aux alentours de 600 000 euros. Pour un projet un peu plus. On était quasiment à 5 millions à l'époque. À la banque, c'était short, mais ça pouvait se négocier. Le Covid est arrivé, autant dire que les portes ont été fermées totalement. Et au Ça a niveau de été la temporalité, vous avez commencé à détruire avant d'avoir les 600 000. avant d'avoir acheté. Vous avez commencé à détruire avant d'avoir acheté? En fait, moi, j'ai visité pendant l'été, ouais, plusieurs mois avant la constitution de la société et de l'achat. Et je suis parti avec une idée en tête de ce bâtiment. C'était de toute façon, je l'achète, il sera à moi et je fais un truc. Ok. Donc, moi, j'ai pris des vacances et j'ai commencé à déblayer, quoi, sans trop me prendre la tête. Et quand il y avait des visites, je disais, ah, bah, désolé les gars, mais même des visites de vente, hein. Je disais, mais vous n'avez pas eu l'info du proprio, j'y allais au bluff, mais il est vendu en fait. Je le rachète. Et Et du c'est coup, passé. t'as pas engagé de l'argent à ce moment-là, c'était vraiment du temps, quoi. T'engages du temps, t'engages 200 balles pour acheter ta tronçonneuse et tes machins, et tu t'en fous. Ouais. T'en Ok. fous. Et Si tu réfléchis à ce niveau-là, te lance pas dans un projet comme ça. la structure juridique, du coup, c'est quoi que vous avez monté? Une SAS, Ok. plus souple. Tu fais rentrer autant de gens que tu veux, c'est beaucoup plus simple à gérer. Ok, ok. Et du coup, je voyais dans le prévisionnel, dans le financement participatif là que j'ai déterré sur Internet, je voyais Du coup, est-ce que vous avez eu à chercher les subs européennes comme vous le disiez au début? C'est, c'est du bonus, faut pas compter dessus. Ok. Moi, j'ai eu, en totalité, aux alentours de 90 000 euros de sub. 50 000 de l'Europe et 2 fois 20 000 de ma communauté de communes. Le reste, on est toujours en attente. Ça fait des années qu'ils nous baladent. C'est des dossiers interminables. Et au final, tu vas vite t'apercevoir qu'aller à moins de 20 000 balles, ça ne sert à rien d'y aller. Et donc là, financièrement, ce qui vous a permis de tenir, c'est le crowdfunding, c'est plus les banques, c'est quoi la recette? Voilà. Aujourd'hui, c'est simple. Hein, c'est le financement participatif. Les banques, elles sont très peu intervenues. Aujourd'hui, c'est plus nos associés et nous, on remet au fur et à mesure des besoins. Là, en particulier en période creuse sur le début d'activité. Mais l'équilibre financier, il se trouve auprès des particuliers, il ne faut pas compter sur les banques. On a un peu plus de 3 millions d'apports, nous, en tant qu'associés. On est 600 maintenant dans la boîte. Euh, on a un peu plus de 3 millions d'apports quand la banque, il y a 1 million. Et après, en financement participatif, je suis un peu au-dessus de 600 000. Mais Et quelle est la la banque, différence entre le financement participatif et les associés du coup? ouais. Parce qu'en fait, on a des associés et après, tu as du financement participatif. Quand je dis 600 000 euros, c'est du prêt aux particuliers. Donc, eux, ils ne sont pas dans la boîte, c'est des gens qui attendent une rentabilité. Il y a un taux, enfin, c'est en dehors du projet. Ils me prêtent de l'argent. Et du coup, ça représente combien de personnes dans la boîte? Tu m'as dit 600? On est 600, ouais. Et vous les avez pêchés comment tout cela? Communication. Ok. C'est les vidéos quoi. Ouais, les vidéos, les gens qui nous contactaient, voilà, moi ça m'intéresse. Et vu qu'on était assez transparent sur le fait qu'on cherchait des investisseurs, les gens nous ont simplement, enfin, voilà, nous ont proposé. Et donc ça part d'une envie de soutenir le projet quoi, de leur part. C'est ça, Ouais. c'est ça. La plupart, en fait, sur les 600, tu peux en considérer 500 qui ont moins de 500 balles. Hein. C'est pas on n'est pas parti du principe où on cherchait du montant là-dessus. On cherchait surtout du volume parce que tu faut considérer que même à 100 balles, ton premier investisseur va être ton premier client ou va être ton premier prescripteur. Ça va te rapporter 10, 20, 30 fois, 30 fois la mise. Ok. Juste en volume d'affaires. Nous, ça reste une société d'exploitation, donc c'est commercial, donc il faut voir aussi cette partie-là. Ok, ok, bah, c'est bon pour moi vis-à-vis de la partie finance. Du coup, plein de questions vis-à-vis de la conduite des travaux.
Et donc comme je le disais un peu dans le mail, j'ai été impressionné de la fluidité. J'ai pas perçu de temps mort au niveau des vidéos dans la conduite des travaux et je me suis dit mais franchement, en regardant les toutes premières vidéos parce que je suis tombé sur votre chaîne quasiment dès le début, je me suis dit mais ils se rendent pas compte les gars là, ils fly total. Et au fait, au fur et à mesure que ça avance, je me suis dit mais non en fait ils fly pas du tout, ils savent complètement ce qu'ils font et en fait je l'avais juste pas perçu quoi. Et donc quand je me dis ils savent complètement ce qu'ils font, c'est que j'ai cru percevoir une espèce de fluidité dans la conduite des grosses étapes du chantier. Et du coup, ma question c'est quoi la recette de ça? Euh, c'est pas tout à fait juste. Bon, les vidéos, des fois, on en décale parce qu'il y a du contenu qu'on publie pas. C'est resté assez fluide. Donc, comme je te disais, l'idée de base, c'est que quand on a pris le projet, on a d'abord fait appel à un archi, donc qui nous a fait un planning d'activités. Il y a ça qui passe après ça, après ça, après ça. Enfin, l'ordre des travaux à faire. L'avantage, c'est qu'on a fait énormément de choses nous-mêmes. Donc, dès qu'il y avait une entreprise qui était un peu défaillante, nous, on prenait le relais, on avançait sur autre chose, etc. Ça Mais du permettait de coup, pour avancer. l'inconvénient de ça, c'est la difficulté d'estimer, voilà, j'aurai fini cette étape le mois prochain, j'en suis sûr. Enfin, Ouais, mais ça, non. Ça, tu le sauras jamais. et du coup, imaginons que, enfin, moi je m'imagine que genre trouver les plaquistes ou les mecs qui posent le fermacelle ou machin ou les enduits, faut au moins prendre un mois d'avance pour qu'ils viennent à l'heure. Enfin, sinon ils sont Un mois dispo. d'avance. Tu peux augmenter, c'est un an d'avance. Oui, c'est ça. Et donc du coup, quand même, c'était bien géré, quoi. Enfin, Ça a été compliqué aujourd'hui. En toute transparence, je suis en procès avec deux boîtes qui d'accord. m'ont planté le chantier. J'ai toujours pas de chauffage central dans le bâtiment. L'électricité, j'ai dû la finir moi-même. Enfin, j'ai fait tous les tableaux électriques, etc. Parce qu'en fait, on a voulu prendre quelques artisans à la fin pour nous aider sur des lots techniques. Ils nous ont plantés. Ok. On a voulu marcher à la confiance. C'est des gens qu'on connaissait depuis des décennies. Si j'ai un conseil à te donner, là, tu parles de gros montants. Tu as 1500 mètres carrés aussi à peu près à rénover. C'est ce que j'ai compris. Ou Là, même on plus. est plutôt sur 3000, mais on va se concentrer sur les 1500 du château Ouais. pour commencer, ouais. Donc, potentiellement des millions d'euros. On a Il y a, estimé 4 millions de travaux. ouais, il y a plus de copains. Ok. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, les seuls avec qui je m'entends bien en prestataire, c'est ceux avec qui ça a été carré dès le départ et on ne se connaissait pas. Voilà, tu pars dans une relation de commerce et là, il ne faut pas déconner. Parce que tu as des enjeux derrière qui sont beaucoup trop importants sur les épaules. Et aujourd'hui, moi, typiquement, le retard de chantier juste de l'électricien me coûte plus cher que son lot global. Ok. Aujourd'hui, moi, il m'a mis dedans de 600 000 euros et on n'est pas en péril parce qu'on va trouver des solutions, mais on est en grande difficulté. Il y a vraiment grosse difficulté à cause d'un artisan sur la totalité. Un mec. Ok, j'entends, mais du coup, moi, mon interrogation, c'est plus au niveau des timings, par exemple. Tu commences à détruire et tu te dis, bah, il va falloir que je sais pas, je recoule une dalle béton sur le sol ou que je fasse la cave, le cellier ou le machin. Et du coup, tu dois estimer combien de temps tu vas mettre à tout débarrasser, tu vois. Ouais. Et donc là, vous y êtes allé à la chance, au talent, ou comment ça s'est passé, enfin. On a fait évoluer un petit peu à l'avancée. Il y a des choses où on avait estimé, bah, l'intérêt de l'architecte, c'est qu'il te fait un planning timé, donc il sait que lui, pour poser 1500 mètres carrés de placo, il faut tant de temps. Oui, Voilà. mais Et à condition ça te le dit. d'avoir les boîtes qui viennent le faire ou machin, parce que. Non, non, en fait, il t'estime un temps. Je viens de voir après. Je viens de voir après. Il va t'estimer. Il va t'estimer des heures. 1500 mètres carrés de placo, c'est 1500 heures. Je dis une connerie. D'accord. Euh, soit tu fais appel à 1500 plaquistes qui travaillent une heure, soit tu en prends 10, soit tu en prends 150. Tu le découpes comme tu veux. Et après, il faut juste organiser, organiser ton planning en fonction de ça. Si toi, tu comptes faire toute l'électricité, par exemple, dans le bâtiment, prends pas un gars tout seul, prends une grosse boîte qui est capable de répondre à des besoins ponctuels en disant bah là, il faut avancer, il faut mettre un gros coup de boost, tu me mets deux équipes.
ou inversement, là, tu peux y aller tranquille, tu reviens dans 2 semaines. L'idée, c'est de travailler intelligemment aussi et d'avoir toujours quelqu'un sur le chantier. C'est l'avantage, c'est que tu peux voir au jour le jour ce qu'il y a à faire et comment t'organiser. C'est pour ça que le côté fluide, il vient de là. Ce que tu perçois fluide, ça vient de là parce qu'on était tous les jours sur le chantier et on savait réagir. Si tu as un artisan quelconque, hein, il va avoir un plan, il est bloqué à l'étape 4, il ne va pas chercher à passer à l'étape 8 qu'il est capable de faire. Il va faire dans l'ordre et c'est là que tu vas perdre énormément de temps, tu es obligé de courir après tout le monde. Voilà, il faut un conducteur de travaux. Il faut quelqu'un qui ait ce rôle-là. Et du coup, ouais, enfin, faut quelqu'un qui ait ce rôle-là et qui sache le faire avec une forme de détachement et de légèreté, quoi. Enfin, ça paraît lourd quand même. Enfin, Alors, il faut quelqu'un qui fasse ça et à l'opposé de ce que tu dis. Il ne faut pas de détachement, il faut être hyper impliqué d'accord. et pas de légèreté. Il faut rentrer dedans. Ok, ok. Mais du coup, enfin, faut rentrer dedans, j'entends, mais du coup, dans la psychologie, avec un niveau d'enjeu du style j'ai vendu ma baraque, j'ai tout à perdre. Mais vu que nous, on n'est pas vraiment dans ce cas-là, vu qu'on est 18 sur le projet, c'est un peu différent la manière dont on aborde les choses, mais peut-être que c'est une connerie de notre part, effectivement. L'idée, c'est quoi? C'est faire les travaux vous-même ou c'est de faire appel à des entreprises? Alors, je pense que tout le gros œuvre et second œuvre, ça va être énormément d'entreprises, et je me raconte l'histoire que à partir d'un moment, il y aura plus beaucoup d'argent et qu'on fera de plus en plus nous-mêmes. Ouais. Ouais. Je vais te casser ton idée. Vas-y. Euh, Là où tu vas aller récupérer énormément d'argent, où c'est simple à faire, c'est les grosses œuvres et les secondes œuvres. Les finitions, c'est compliqué, ça coûte beaucoup. Et ça coûte beaucoup surtout en approvisionnement. Ok. Les matériaux, dès que ça commence à aller dans le détail, c'est les matériaux qui coûtent très cher. Alors que faire une dalle béton, ça coûte que dalle, quoi. C'est des heures, c'est beaucoup d'heures. D'accord. J'y, dans les grandes lignes. La destruction, euh, je vais dire une connerie, moi, mais j'avais 2 escaliers en bois. On fait faire des devis, etc. Le forfait le plus basique, on était à 3 500 € par escalier. Ouais. Moi, j'ai pris un camion, une sangle, j'ai mis à peu près 1 heure et demie. Voilà. C'est en fait tout ce qui va être forfaitaire, c'est là où tu vas récupérer de l'argent. Et tout ce qui est grosse démolition, grosses heures, etc. Parce que c'est énormément de temps de préparation, mais c'est facile, c'est du travail basique. Alors T'es dans pas gros sur œuvre, j'entendais pas la destruction, j'entendais ouvrir une nouvelle porte dans le mur en pierre de 1 mètre de large ou des trucs comme ça, quoi. c'est ouais, c'est Les travaux, il y a beaucoup de labeur en fait. Enfin, ouais. Mais bah j'entends. ouais, mais Ok. C'est là où tu peux gratter des sous, justement. bah c'est là aussi tu pas prêt à si vous êtes pas prêts tous les 18 à vous remonter les manches, prenez des tipis les gars. C'est simple à monter, c'est voilà, c'est si tu attaques dans le bâtiment, dans le dur comme ça, surtout sur un bâtiment ancien, faut être prêt à se retrousser les manches parce que ça va être très physique. Parce qu'il faut oublier, c'est pas des murs en briques, hein. C'est où tu peux y aller kilo par kilo. Tu vas tomber sur des pierres massives qui vont peser 100 bornes et bah là, va falloir la porter quand même, les gars. Bah ouais. Donc c'est ça où c'est là où tu vas aller récupérer le plus d'argent, c'est sur les gros œuvres. La finition, prends un peintre, t'en fous. Ok. Ça coûte que dalle. Ok, ouais, c'est intéressant, ça me fait voir les choses complètement différemment. Après, moi, c'est ma vision des choses. C'est comme ça qu'on l'a fait. C'est peut-être pas juste, hein. Moi, je te parle d'expérience, hein, de ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, si je devais le refaire, je referais exactement pareil, je pense. Je ferais juste moins appel à des entreprises extérieures et je cadrerais plus juridiquement. N'importe quel gars que tu vas payer, peu importe, hein, 1000 balles, 10 000 balles, 100 000 balles, euh, contrat. Pas de contrat, pas de travail. D'accord. Protège-toi. C'est un conseil, protège-toi au maximum. Le mec, il s'en fout. Hein. Toi, tu as vendu ta baraque, lui, il l'a pas vendu. Hein. Ah ouais, je vois bien. Du coup, ça m'amène à la suite. Est-ce qu'il y a eu des écarts entre le prévisionnel et maintenant la réalité? Et de quelle nature ils étaient? Et du coup, ce serait quoi, toi, les...
La récolte de pépites suite à ces 6 ans d'expérience là ou plus. Euh, on en reviendra au même à la fin, mais retard de chantier. On a eu gros retard de chantier. Nous, bon, il y a eu le Covid, il y a eu et toutes ces conséquences, donc perte de financement, etc., qui ont été très problématiques au début. Nous, ça nous a permis d'en faire plus nous-mêmes que ce qu'on avait prévu initialement. Donc, quelque part, on a perdu des financements, les taux ont augmenté, mais vu qu'on a fait plus de travaux, les prix, bah, la main-d'œuvre n'était pas chère, du coup, vu que c'était nous. Donc, ça s'est rééquilibré. Budget initial, on était parti sur 4,8 millions de mémoire, qui a un peu explosé avec, bah, comme je te dis, avec le Covid. On l'a rebaissé parce qu'on a fait les travaux nous-mêmes. Puis à la fin, tu t'enflammes. Tu te dis putain, ça c'est beau. Ouais, ça coûte 100 euros le mètre carré. Ouais, mais on avait prévu 30. Ouais, c'est pas grave. On est à la fin. Tu vas t'enflammer et tu vas exploser ton budget, encore une fois. Donc, il faudra retrouver des financements, etc. Ça, c'est une. Là, il faut être détaché. Il faut quelqu'un qui ait le rôle de non, les gars, faut. La contrainte, c'est ça. On ne peut pas dépasser ce budget. Si vous n'avez pas la capacité de remettre derrière, faut faire attention à ça. Ouais, les temps de travaux qui ont été ouais, un peu explosés. Après, voilà, on a quand même suivi pas mal de choses. Euh, Budget relativement maîtrisé quand même, au final. Parce que l'un dans l'autre, entre ouais, ce qu'on a racheté en plus, ce qu'on a fait en plus, on n'est pas très loin de l'équilibre. Euh, Nous, on a la problématique de trésorerie parce qu'on a ouvert en hiver au lieu d'ouvrir en été, donc la fréquentation, c'est pas la même. Et 3 mois de décalage, ça peut faire extrêmement mal, surtout bah, nous, on est dans l'hôtellerie-restauration maintenant. Louper la saison estivale, c'est problématique. Mhm. Euh, voilà, après, ta question, c'est porter plus sur, ouais, sur ce genre de débordement ou tu peux avoir d'autres. Du coup, je voyais le tableau que vous aviez fait sur le financement participatif qui disait études pré-projet 250 000, gros œuvre 350 000, second œuvre 600 000. Ouais, Je dis n'importe quoi, mais c'était une histoire comme ça. Et du coup, la question c'est ouais, est-ce que vous avez eu des gros écarts, des surprises et tout, mais j'entends que c'était relativement maîtrisé. c'était maîtrisé. Tu as des écarts, mais un coup, tu vas être en plus, un coup, tu vas être en moins. Et C'est donc là, le fait qu'il n'y avait pas trop d'écart, c'était le talent de l'architecte qui avait tout planifié. bah, l'architecte qui travaille sur une base de l'INSEE, de toute façon. Donc, c'est un mètre carré de placo posé. Enfin, je dis placo, donc enfin, on s'en fout. Un Ouais, mètre carré, ça coûte tant. Et après, tu as un économiste qui dit derrière, tu analyses tes devis, mais il te fait un devis 2 fois plus cher. Tu fais bah non, en fait, t'es trop cher, je vais prendre quelqu'un d'autre. d'accord. Donc, il faut essayer d'anticiper au maximum les choses pour être prévoyant. Vraiment, un an à l'avance, c'est pas déconnant. Pour faire des devis ou après t'engager que sur des devis de forfait, pas sur des devis à l'heure, typiquement. Ouais. Ouais, je te facture tant de l'heure, hein, non. Mec, tu vas y passer 10 heures, tu vas vraiment facturer 30. Et pendant que tu es là, tu es au téléphone à moitié avec tes autres clients. Ça, jamais. Non, ok. On l'a fait avec un seul. Bah, il fait partie des deux avec qui je suis au tribunal. Voilà, c'est plus tu vas anticiper, plus tu vas grossir au début tes budgets, prendre de la marge. Tu sais que même si tu as prévu de la meilleure façon possible, tu vas avoir 10, 15, 20% d'écart. Parce que au dernier moment, il y a un truc qui va plus te plaire, tu vas avoir un truc qui n'est pas dispo, tu vas avoir de la casse, tu vas avoir du vol, tu vas. Enfin, voilà. Ok, ok, ok. 18, c'est 18 à y bosser. Vous voulez vraiment tous y bosser pour la reine. Bah en fait c'est un peu chacun ses rôles et mais en tout cas pour l'instant au niveau de la conduite des travaux on est un groupe de 5 qui a l'appétence et la compétence. Pas forcément pour faire, hein, j'entends, pour la conduite des travaux, donc planifier, embaucher les artisans et machin. Et après pour mettre les mains dans le cambouis vraiment, je pense qu'on est genre 3. Voilà. Bah, on était trois. Hein. Donc, on était Mais trois. en tout cas c'est pas le projet de se mettre à feu et à sang pour aller démonter des pierres de 100 kilos et de machin.
a priori, il y aura des chantiers participatifs, il y aura des prestataires extérieurs, et le nerf de la guerre pour nous, ce sera plutôt la quantité d'argent, quoi, enfin, un truc comme ça. Je vais te casser un autre mythe. Allez, Euh, le chantier participatif, t'oublies. parce que, Nous, on a testé. On a voulu tester plusieurs fois, mais on a arrêté direct parce que faut qu'il y ait, déjà pour qu'il y ait du monde, faut qu'il y ait un intérêt. Nous, le projet, on a beau avoir une grosse communauté, etc. L'intérêt était quand même limité. Euh, on a fait venir à chaque fois des professionnels. Typiquement, on était en train de travailler les enduits à la chaux. Je fais venir un pro le premier jour pendant une demi-journée. C'est une journée de formation, quoi. Les gens viennent pour apprendre sur une formation qui est censée être payante. Puis les gens, ils vont venir pour ça. Et dès qu'il faut mettre les mains dedans, plus personne. Tu ok. vois, tu vas passer plus de temps à organiser le truc, à acheter des outils que tu n'as pas parce que les gens ils viennent à 10, donc il te faut 10 râteaux. Je dis une connerie, hein. Ça va te coûter plus cher et tu vas perdre du temps. Euh, Vaut mieux faire ça non organisé, j'ai envie de dire, les chantiers participatifs. Donc, quand ça s'est le mieux passé, c'est les mecs qui débarquaient le matin. Oh, les gars, je viens vous aider. Bah, ok, aide-nous, mais pas organisé. Mais vous avez quand même eu des... Avec les scouts et tout, les murs extérieurs, ça marchait, ça. Ouais, pas organisé. D'accord. Mais peu organisé. Pas en mode chantier participatif, justement. Là, le mythe du chantier participatif, ça va bien sur une petite maison où tu as un esprit un peu communauté qui peut s'installer sur une réflexion de, je fais vous, typiquement du parc ou des choses comme ça. Mais dis-toi que tu vas pas pouvoir aller choper sur du technique, tu vas pas pouvoir aller choper sur de l'esthétique. Parce que déjà tu seras pas satisfait parce que qui dit chantier participatif dit la plupart du temps des amateurs. Donc, si c'est pour refaire tout derrière, ça sert à rien. Donc, nous, on s'en est servi. On a fait du parc, on a fait des murs extérieurs, on a fait ce genre de choses ou de la destruction. Parce que au final, bah, même si c'est un peu de travers, t'en fous. Ouais. Si ton joint il n'est pas parfaitement aligné, tu t'en fous aussi. Donc, faut un peu faire attention à ça. Ok, ok. Bah écoute, c'est bon pour moi, je suis servi. Je t'en donne un dernier tips Allez. très utile. Si tu le fais pas, tu vas t'en mordre les doigts à la fin parce que ta rénovation, elle va te prendre pareil, elle va te prendre au minimum de 3 ans. Vous êtes 18, c'est ça? Pour Il y en l'instant, a ouais, un, on est 18-19, ouais. ouais, bah, il y en a un, ça va le faire chier, hein. Ça ne demande pas de compétences, ça ne demande pas de compétences physiques ni spécialement intellectuelles. Il te faut un gestionnaire du stock du matériel et des outils. Ouais, bah c'est moi. Ouais. Non, mais c'est sans déconner, faut être flic. C'est le matin, tu m'as pris la clé de 13, le soir, tu me la rapportes. Il faut un gars qui fait que ça. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, si je calcule entre les outils qui ne sont pas rangés, les sacs de ciment qui restent dehors, qui prennent la flotte, etc., tu peux embaucher un gars. Ah ouais, ça te coûterait moins cher d'avoir un flic, quoi. Ouais. Une palette qui est mal bâchée, ben, c'est 60 sacs qui sont morts à 10 balles le sac, 600 balles. Voilà, tu as gagné ta journée. Ça va extrêmement vite. Les outils qui disparaissent, c'est l'enfer sur un chantier. Moi, je suis en train de. Je leur mets des couleurs maintenant, ou des marques. Ouais. Il y a David, toi, tu as du Facom, Nico, tu as du Sam. Voilà. Tu perds tes outils, tu vas en racheter. Il y a un moment, fais attention à ça parce que ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Au final, si tu cumules, c'est des dizaines de milliers d'euros qui vont s'envoler, que tu aurais pu éviter. Ouais, on a un peu le même souci là à l'aérium, là, on est un collectif de 30. Et globalement, les outils ils disparaissent pas vraiment, ils sont juste rangés ailleurs sur les 4 hectares du lieu, et du coup on passe notre journée à courir après. Dès que t'as un chantier, bah tu comptes au moins une demi-journée pour rassembler le matos et le retrouver, quoi. C'est ça. Du coup, je vois bien l'idée et j'entends, effectivement. Non, mais vraiment, ça,
Moi, moi, j'ai pour ambition une fois que celui-là tourne, d'en reprendre un château, de refaire exactement la même chose. Mais je suis intimement persuadé que je peux économiser un quart du coût en faisant les bons choix. Ouais. Typiquement, ce genre de choix. Ok. C'est situé où, en fait, ce château-là? C'est dans quel département? Dans la Nièvre, C'est où, là? c'est juste au sud du Mont Beuvray. Alors, le Mont-Beuvray, tu m'excuseras, mais alors moi, ça me parle pas du tout. Bah, si tu le demandes à Google, il te le sort tout de suite en fait. Ou le Château Pierrefitte, tu peux l'avoir sur Wikipédia, mais Mont-Beuvray, il y en a ok. plusieurs. Ok. Alors, c'est pour moi. Tac, tac, tac. Ok, entre Dijon et Bourges, C'est au ça, milieu. Ok. Perdu dans la campagne, je suppose. complètement. Et l'idée, c'est vraiment d'y vivre. Ouais, Ok. à 150. Ouais. Moi, j'aime bien être tout seul. Donc. Ouais, je suis plus à me retirer dans la campagne, mais solo. Ouais. C'est façon de vivre. Voilà. Calculer derrière aussi, oubliez pas le coût d'entretien sur un bâtiment comme ça, ça peut vite dégénérer. Ok. De l'entretien, même sur une Entretien général. rénovation totale. Non, mais dis-toi que le jour où tu as un bout de toiture à refaire, euh, ben, ça va être extrêmement cher. Dès que tu n'as plus de petits travaux à cette échelle, ça n'existe plus. Ok. T'as Ouais, tu vas faire des bricoles de réparation, mais je vais dire une connerie, faut que tu refasses la clôture, ben, t'en as vite pour 10 000 balles parce que t'en as 500 mètres à faire. Quoi. Ouais. Voilà. C'est juste, tu es dans des ordres de grandeur un peu différents. Bon, après, ouais, tu dis que tu es déjà dans un lieu un peu dans ce style-là, peut-être à une échelle un peu moindre, mais Bah, moi j'ai l'expérience des grands lieux, mais j'ai l'impression que il y a un niveau de naïveté dans le groupe vis-à-vis de ça qui me dérange un peu. Et après, on a quand même des gens qui ont été promoteurs immobiliers toute leur vie, où on en a un qui est ingénieur chef de projet chez FH. Donc on a quand même des gens qui savent un peu ce qu'ils font, mais j'ai quand même l'impression que ils s'y sont pas vraiment confrontés dans leur quotidien de manière personnelle, quoi. euh, j'aime beaucoup tout ce qui est ingénieur, moi. Ingénieur ou grand dans les entreprises. Euh, S'ils étaient dans des grosses boîtes, je sais pas, hein, je connais pas ton profil et peut-être que ça va te blesser, c'est des blaireaux. Parce que tu as la sécurité du groupe et tu as la permission, entre guillemets, de te planter. Moi, je ferais plus confiance à un mec dans une petite boîte ou un petit entrepreneur tout seul qui sait ce que c'est 500 euros d'écart à la fin du mois, tu vois. Où tu Ok. sais l'impact que ça peut avoir. Ouais, 1 euro sur un sac de ciment, ben, vu le nombre que tu vas passer, c'est des budgets qui sont importants. Moi, j'aurais plus tendance à faire confiance ou à la mère de famille qui galère, tu vois, Ok. qu'un mec dans un grand groupe. Parce que Eiffage, il a 2 mois de retard, il s'en fout. Il y a des pénalités, il s'en fout, c'est pas lui qui paye. Conducteur de travaux, moi je prends souvent l'exemple avec mes équipes. J'en ai quelques-uns qui sont apprentis, donc quand ils sont à l'école, ouais, j'ai mon année, mais tu as 10 de moyenne, ça veut dire que la moitié des choses que tu fais, tu les fais mal. Tu as quand même ton diplôme, hein, tu es professionnel, mais tu es mauvais. Tu vois ma vision des choses? Je lui montrerai, on verra ce qu'il en pense. Non, mais Non, mais aujourd'hui, j'aime beaucoup ton point de vue. Je pense que ça ramène vraiment du terre à terre et du bien concret. c'est malheureux à dire, mais moi, je suis à mon. Alors là, je vais passer, je pense, sur le troisième bureau de contrôle, parce que les mecs sortis du classique, ils connaissent pas. Ils ont l'habitude de faire 2000 fois la même chose. Tu leur demandes une version bis, ils ne savent pas faire. Même sur certains matériaux que tu voudras utiliser, ou ton archi, ton bureau de contrôle, tout le monde va te dire non. Et toi, tu vas creuser tout seul et tu vas trouver que c'est légal. Tu vois, tu as le droit de l'utiliser ou qu'il est plus performant, etc. Donc, faut se faire mal. Faut souvent se faire mal à aller au-delà de. Faut jamais prendre les choses pour acquis des paroles. Même moi, ce que je te dis, hein, creuse aussi. Hein, c'est que mon point de vue. Mais
Fais pas confiance. Fais pas confiance à ceux que tu payes, j'ai envie de dire. Ok. C'est pas leur argent. C'est toi qui va vendre des trucs, c'est toi qui prends un risque. C'est pas eux, ils s'en foutent. Hein. Le mur, il tombe, ils s'en branle. Donc fais très attention à ça. Mets beaucoup en concurrence. Toujours de la façon intelligente les artisans. Pareil, leur fais pas confiance. Celui qui va faire moins cher plus vite sur le papier, dès qu'il faudra qu'il signe un document en s'engageant, il le fera jamais. Donc au final, c'est du pipeau. C'est juste pour récupérer le chantier. Ouais, fais attention à toutes ces choses-là et renseigne-toi bien. Fais des grosses enquêtes sur ceux avec qui tu vas bosser. C'est noté. Voilà. Puis à l'occasion, je passerai. Tu pourras nous dire, je vous l'avais dit. Je suis pas. Ouais, si, j'avoue. Je l'aurais fait, je le ferai. Je le ferai. Non, mais voilà, il y a des. Ouais, faites gaffe. Essayez d'anticiper au maximum. Tout ce qui est aujourd'hui te va te coûter de l'argent qui potentiellement t'en fera économiser, fais-le. Le solaire, la récupération d'eau, tout ce que tu veux. C'est jamais perdu. D'accord. Bah, le solaire, hein, je suis tout con. Hein. Fais-le même avant le reste des travaux. Mhm. Bah, parce que pendant 5 ans, au final, bah, tu vas économiser de l'argent parce que ça va être ta rentabilité. Ça va te dégager des thunes. Quoi. Il y a un moment, n'hésite pas à contacter les marques, faire des partenariats, etc. Communique. Il faut communiquer énormément. Moi, j'ai Francis qui est pas dédié à 100% à ça, mais qui fait une grosse partie de son temps sur les vidéos. Aujourd'hui, ça nous a sauvés presque. C'est grâce à ça qu'on a levé autant, qu'on est autant dans le projet. Ouais. Voilà. Bah écoute, merci pour tout, ravi d'avoir fait ta connaissance. Bah, de même, hein, moi, tu vois, moi, je suis transparent. Après, il n'y a pas de. Bah c'est bien, c'est précieux. C'est assez inestimable tous ces partages de connaissances et d'expériences surtout quoi. Je suis assez simple comme gars. On m'a aidé. Il y a des moments, on m'a aidé. Voilà. Je partage aussi. Moi, j'ai aucune réticence à ça. On me demande des fois de me balancer les études de marché, mes prévisionnels, etc. Je les balance. Qu'est-ce que tu veux en faire de toute façon? À moins de me racheter. Le bâtiment, t'en feras rien. Donc Ouais, c'est c'est clair, juste. moi, je suis un peu de ton point de vue aussi, j'ai pas grand chose à cacher dans la vie. Non. Voilà, mon bureau il est ouvert. Hein, donc voilà, je suis dans l'accueil. Les gens voient que je suis le plus miséreux du monde. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Ok. Écoute, moi je t'invite à m'envoyer des messages si tu as besoin ou qu'on se recale à un moment où vous avez plus avancé. Je suis un peu harcelé au téléphone, donc il va falloir que je m'y remette. Je te dis à plus tard. Ouais, à plus, merci pour tout, ciao. N'hésite pas. Ciao.